Bonsoir tout le monde en salle. Bonsoir aux personnes qui sont ailleurs, qui sont possiblement à la maison ou au bureau. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Louise Langevin. Je suis titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des personnes aînées. Avant de présenter notre conférencière de ce soir, je veux remercier les organisatrices de cette activité, Rosalie Turcotte et Alicia Maillet, du Comité de droit notarial. Donc, merci pour l'organisation de cette activité encore cette année. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Caroline Lepage. Caroline est mon adjointe à la chaire, la coordonnatrice par intérim de la chaire. Elle est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, d'une maîtrise en droit notarial et d'une maîtrise en droit avec mémoire de la Faculté de droit de l'Université Laval. Elle est également notaire depuis 2018 et depuis 2018 qu'elle est très active à la chaire Antoine Turmel. Elle a reçu différentes bourses de la part de la Chambre des notaires du Québec, du consortium de recherche ADAGE de la Faculté de droit de l'Université Laval et de la chaire Antoine Turmel pendant son parcours académique. Elle vient tout juste d'obtenir une bourse doctorale de la chaire Jean-Louis Baudouin de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Son mémoire de maîtrise sous la direction de la professeure Christine Morin, a porté sur l'encadrement juridique du mandat de protection. Et c'est le sujet qu'elle va aborder ce soir, le mandat de protection. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Maître Lepage et la remercier de sa participation ce soir à notre activité. Maître Lepage, je vous donne la parole. À vous. Donc, merci beaucoup. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ma conférence. Je vais juste vérifier s'il est possible de faire un partage d'écran pour avoir ma présentation PowerPoint. Excellent. Donc, bienvenue à ma conférence intitulée « Le mandat de protection aperçu d'une réforme attendue ». Réforme attendue, vous le comprendrez parce que ce n'est pas la première fois qu'on a une tentative de réforme du mandat de protection, mais celle-ci a abouti et on a su d'ailleurs aujourd'hui qu'un décret a été adopté et que l'entrée en vigueur du projet de loi 18 aura bel et bien lieu le 1er novembre 2022. Donc, exclusivité qui est très en lien avec ma conférence d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais présenter... Je vais passer au... Si je fais... Parfait. Donc, je vais revenir à mon plan. Donc, je vais revenir essentiellement sur l'introduction du mandat de protection au Québec, qui a lieu dans une réforme de 1989, suivie d'une présentation du projet de loi 18 intitulé « Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la loi sur le créateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes », pour ensuite aborder les problèmes que le projet de loi 18, maintenant la loi qui est la loi 11 de 2020, il y a certains problèmes qui n'ont pas été réglés, donc je vais les aborder en fin de conférence. Évidemment, comme j'ai un auditoire qui est probablement principalement constitué de notaires ou de gens qui naviguent dans le milieu notarial, j'ai incorporé certaines préoccupations qui vont être un peu plus dirigées vers les notaires, tout en essayant d'avoir une approche qui est assez grand public pour intéresser un maximum de personnes. Donc, l'histoire du mandat de protection au Québec commence en 1988 et aboutit par une loi qui a été adoptée en 1989. Essentiellement, le Québec a été un précurseur en matière d'anticipation de l'inaptitude par des moyens contractuels. Les équivalents fonctionnels du mandat de protection existaient déjà dans certaines juridictions de common law.
on parle de Enduring Power of Attorneys. Donc, ça existait dans certaines juridictions de common law, donc du côté anglophone, tandis que dans la tradition civiliste, aucune juridiction qui a été recensée ne comportait l'institution du mandat de protection. Essentiellement, donc, le Québec a créé une institution sans modèle qui soit rapprochée, donc n'avait pas la possibilité de s'inspirer des travaux faits par d'autres législateurs ou par la doctrine ou la jurisprudence de d'autres juridictions de tradition civiliste. Le notariat a joué un rôle de premier plan dans la création du mandat de protection parce que, essentiellement, l'idée a été proposée au législateur par le président de la Chambre des notaires de l'époque, Maître Jean Lambert. Dans le contexte de 1988, pour les juristes parmi vous, je sais qu'il y a des non-juristes qui assistent aussi à la conférence, on était dans la révision du Code civil, qui à l'époque était le Code civil du Bas-Canada, pour en faire le Code civil du Québec. Le président de la Chambre des notaires, Maître Jean Lambert, avait été invité à intervenir lors de l'étude du droit des obligations. Et la veille de son intervention, un groupe de défense des droits des aînés lui a communiqué un document, lui demandant si on pouvait faire quelque chose pour anticiper l'inaptitude. Bref, les gens avaient un désir essentiellement de limiter l'intervention publique dans la protection des personnes inaptes. La curatelle publique avait été beaucoup critiquée à l'époque et les gens demandaient aux notaires ou encore même des fois à leurs députés si on ne pouvait pas modifier la loi pour que les gens puissent préparer eux-mêmes une procuration dans le but de gérer leur inaptitude lorsqu'elle surviendrait. Le hic, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas un encadrement de ce type de mandat-là dans le Code civil du Québec et la survenance de l'inaptitude était, selon un débat doctrinal, une source qui faisait en sorte que la procuration qui avait été signée ne pouvait plus être utilisée. Donc, on se retrouvait avec des gens qui essayaient des choses, mais qui, selon un certain débat doctrinal, ça ne fonctionnait tout simplement pas en raison de l'absence d'un cadre juridique. C'est donc les demandes de la population à l'égard des notaires et à l'égard des députés qui ont fait en sorte qu'éventuellement, l'idée a été proposée par Jean Lambert en sous-comité d'études pour le Code civil du Québec. Et peu de temps après, on a révisé la loi sur la curatelle publique et c'est à ce moment-là qu'on a introduit le mandat de protection, donc très brièvement par après. Je vais essayer de changer de diapositive. Excusez-moi. Donc, depuis 1989, essentiellement, le mandat de protection est demeuré inchangé. Il y a eu l'adoption du Code civil du Québec très peu de temps après l'introduction du mandat de protection. Donc, essentiellement, on venait d'adopter l'institution, on n'a pas eu de grands changements. En 2002, on a eu des changements qui étaient aussi de nature très mineure. Ce n'était pas fondamental lorsqu'on a fait des petits changements en 2002. En 2014, la terminologie a été modifiée. Donc, avant 2014, on parlait de mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandat, ce qui a eu l'effet assez malheureux de créer l'expression mandat d'inaptitude, ce qui n'est pas très représentatif essentiellement de ce que l'institution est supposée proposer, qui est une mesure de protection pour la personne inapte. Donc, la doctrine par Maître François Dupin avait proposé de changer le nom d'institution pour mandat de protection, ce qui a été fait lors de la révision du Code civil, du Code de procédure civile en 2014. Depuis ce temps, on est supposé utiliser l'expression mandat de protection, mais comme vous le savez, dans la population en général, l'expression mandat d'inaptitude a encore assez court. En 2012, une tentative de réforme du mandat de protection avait été proposée. Donc, on avait un projet de loi qui prévoyait 6 dispositions qui modifiaient certains aspects du mandat de protection. En 2016, c'est essentiellement la même réforme qui avait été proposée en enlevant une des propositions qui était de changer le nom de l'institution, chose qui avait été faite en 2014. Un des éléments de ces 2 tentatives de réforme qui
au fond, en sont une seule que je vais vous mentionner tout de suite. C'est qu'on avait proposé à l'époque de reconnaître la validité des clauses de préséance. Une clause de préséance, c'est une clause qu'on inclut dans un mandat de protection et qui prévoit que le mandant, qui est la personne qui fait le mandat, souhaite que son mandat soit homologué plutôt qu'un régime de protection soit ouvert, peu importe si son attitude est partielle ou totale. Ça a une certaine importance, donc gardez-le en tête pour la suite des choses. On arrive maintenant au projet de loi 18, qui est un beau long chemin qui a été parcouru. Je parle d'un long chemin parcouru parce que le projet de loi 18 constitue une grande amélioration par rapport à l'état du droit antérieur et c'est l'aspect que je vais vous parler dans la deuxième partie de ma présentation. Au mois de mars 2019, j'entame la rédaction de mon mémoire sur le mandat de protection. Et un mois plus tard, un projet de loi est proposé, le projet de loi 18, qui vient essentiellement corriger la plupart des lacunes que je voulais proposer aux législateurs de corriger. Vous comprendrez que j'ai dû modifier assez substantiellement mon plan de mémoire à ce moment-là. Merci à ma directrice de mémoire, Christine Morin, qui m'a rassurée à ce moment-là. Donc, on a la présentation du projet de loi le 10 avril 2019. Il y a des consultations spéciales. Ensuite, on a l'adoption de principe. On a l'adoption du projet de loi le 2 juin et la sanction le 3 juin 2020. L'entrée en vigueur, elle était prévue jusqu'à tout récemment pour novembre 2022, mais maintenant, on sait que c'est effectivement ce qui va se passer. Donc, on a un décret qui prévoit effectivement l'entrée en vigueur en 2022. D'ailleurs, pour les notaires qui écoutent la conférence, ma conférence ne tient pas lieu de la conférence qui va avoir lieu pour les notaires, qui sera la formation obligatoire à suivre, mais vous aurez au moins une entrée en matière pour pouvoir y assister. Donc, vous pouvez suivre cette conférence pour votre formation continue, certes, mais ce n'est pas la formation obligatoire qui aura lieu en septembre. Certaines des améliorations qui sont apportées par le projet de loi 18 concernent une clarification de l'état du droit. Comme je l'ai mentionné précédemment, le législateur québécois a créé le mandat de protection sans avoir de régime similaire, qui avait l'expérience et qui, en fait, avait vu certaines difficultés et avait déjà corrigé. Donc, c'était tout nouveau et il y avait certaines situations qui n'avaient pas été anticipées ou certaines questions qui n'avaient tout simplement pas été prévues. Le fait que certaines questions n'ont pas été prévues peut être attribuable au fait que, en fait, la loi qui a introduit le mandat de protection a été adoptée dans un contexte très précipité. Si on lit la doctrine, on constate que c'est à peine en quelques semaines que le tout a été élaboré. Donc, ça a peut-être été un peu rapide et ça a peut-être un peu joué sur la qualité de la réflexion des élus à ce moment-là. Donc, il y a certaines questions qui n'avaient pas été du tout abordées. Premièrement, on ne savait pas si un mandat de protection pouvait être conclu par plus d'un mandat. On sait, par exemple, que le testament, on ne peut avoir qu'un testateur, mais ce n'était pas exprimé clairement dans le Code civil qu'on ne pouvait pas faire un mandat conjoint avec quelqu'un. Heureusement, le projet de loi 18 le précise. Donc, à l'article 82 de la loi, on a ajouté une mention à cet effet qui va être dans l'article 2166 alinéa 1. Donc, bien que la pratique ait adopté l'habitude de ne pas faire de mandat de protection à plus d'une personne, là, au moins, on a le Code civil qui le prévoit de façon expresse. Deuxième aspect plus technique, il fallait aviser le curateur public dans l'éventualité où le mandataire, qui est la personne qui représente le mandant, n'était plus apte ou était décédé. Toutefois, il n'y avait rien qui prévoyait un avis au curateur public en cas de décès du mandant. C'est un peu problématique parce que le curateur public, lui, doit tenir des registres à jour des mandats qui sont homologués au Québec. Donc, le registre pouvait comporter des mentions en fait, qui avaient trait à des personnes qui étaient déjà décédées. Donc, maintenant, le curateur public va devoir être avisé du décès du mandant, ce qui fait que les registres vont être beaucoup plus exacts quant à leur contenu. Un aspect qui va peut-être surprendre certains praticiens, du moins, il était prévu nulle part que l'homologation, du mandat de protection nécessitait
d'avoir à la fois une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. C'était prévu pour les régimes de protection, mais on n'avait aucune mention expresse à cet effet dans le Code civil. C'est un problème qui a été réglé avec une modification de l'article 2166 du Code civil du Québec. Là, je vais probablement surprendre plusieurs. Le mandat de protection a été conçu pour être une alternative aux régimes de protection qui sont prévus dans la loi. Tout le monde comprenait le mandat de protection comme étant une source d'incapacité d'exercice, c'est-à-dire d'incapacité juridique prévue dans le Code civil, mais le texte de l'article 154, lui, qui prévoit les possibilités d'incapacité d'exercice, justement, ne parlait pas du mandat de protection. Donc, théoriquement, en absence dans la loi d'une disposition qui prévoyait que le mandat de protection était une source d'incapacité juridique, ce n'était qu'une reconnaissance judiciaire de l'inaptitude factuelle de la personne qui n'avait pas pour effet de lui retirer l'exercice de ses droits civils. On comprend que c'est tout à fait contraire à l'intention du législateur, donc la doctrine, la jurisprudence agissaient comme si c'était déjà chose faite que le mandat de protection était une source d'incapacité juridique. Mais maintenant, ça sera écrit dans le Code civil. Donc là, on n'aura plus de débat théorique sur le fait que le mandat d'inaptitude, le mandat de protection est une source d'incapacité d'exercice. Ce sera prévu dans la loi. Un autre aspect qui n'avait pas été anticipé par le Code civil. Évidemment, ce n'est pas parce que le mandat de protection est homologué que le mandant, lui, va arrêter nécessairement de vouloir agir. C'est possible qu'un mandant fasse un acte qui est supposé être fait par son mandataire. Quelle est la sanction d'un tel acte qui serait posé par le mandant alors que son mandat est homologué? Ce n'était pas prévu. Le professeur Frédéric Lévesque avait proposé une alternative. Le professeur Dominique Goubeau proposait une autre piste. Finalement, ce que le législateur a choisi, c'est de reconnaître que les actes qui sont faits par le mandant, alors qu'ils auraient dû être faits par le mandataire, considérant que le mandat est homologué, ils vont pouvoir être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, mais seulement dans la limite où le mandant en subit un préjudice. Si le mandant fait un acte qui, en fait, lui cause aucun préjudice et qui est même à son avantage, on n'interviendra pas. S'il y a un préjudice, l'obligation en cause va pouvoir être annulée ou les obligations qui étaient prévues dans ce contrat-là vont pouvoir être réduites. Et c'est ici qu'on arrive, selon moi, à la plus grande amélioration qui est apportée par le projet de loi 18 en matière de mandat de protection. Jusqu'à aujourd'hui, le mandat de protection pouvait être un superbe outil de planification de son inaptitude ou la source, malheureusement, de maltraitance parce que le Code civil du Québec, en voulant peut-être trop donner de liberté, ne prévoyait aucun mécanisme de surveillance du mandataire. Ça a mené évidemment à certains abus. Pour les gens qui ont suivi l'actualité, l'affaire Piella est un excellent exemple. On parle d'une mandataire qui a abusé de son mandat de façon assez exceptionnelle. Donc, évidemment, la doctrine décriait cette situation-là où on avait été trop dans l'excès de liberté en tant que tel. Et il y a certaines mesures qui seront désormais soit facultatives, soit obligatoires pour les gens qui suivent plus précisément le PowerPoint. Donc, j'ai mis un code de couleur pour que ce soit marquant et que vous vous en rappeliez. Tout ce qui est en rouge, c'est les obligations. Tout ce qui est en vert, c'est des aspects facultatifs. Donc, pour ce qui est de l'inventaire, il sera désormais obligatoire de produire un inventaire dans les 60 jours de l'homologation du mandat qui devra être remis à la personne qui est désignée pour recevoir le compte. Pour ce qui est des formalités, on va se fier aux règles de l'administration du bien d'autrui. La fameuse reddition de compte sera désormais obligatoire. Donc, le mandat va devoir indiquer la personne à qui la reddition de compte devra être faite,
une certaine fréquence, laquelle pourra dépasser 1 an, mais devra être en fait dans les limites de 3 ans. Donc, on ne pourra pas aller au-delà de 3 ans. Il va falloir une reddition de compte qui soit faite au maximum de façon triennale. Et le curateur public pourra désormais recevoir une reddition de compte si c'est prévu soit par le mandant ou par le tribunal. Un cas où un mandant pourrait préférer, en fait, nommer le curateur public pour recevoir les comptes, on peut penser à certaines personnes qui sont relativement isolées. On a des personnes, des mandants qui, en fait, ont déjà eu de la difficulté à trouver un mandataire en qui ils ont suffisamment confiance pour donner les pouvoirs sur leur administration et qui, dans leur entourage, en fait, n'ont pas d'autres personnes nécessairement à qui ils ont assez confiance pour, à qui confier l'administration de leurs biens et la gestion de leurs personnes. Donc, désormais, ça sera possible dans le mandat de prévoir que c'est le curateur public qui doit recevoir les comptes. Et en fait, ça fait suite à une décision qui avait été rendue par la Cour d'appel en 2006, dans laquelle la juge Marie-France Biche, je crois, avait en fait littéralement demandé au législateur d'intervenir parce qu'elle avait voulu, en fait, le jugement de première instance avait voulu nommer un curateur public pour recevoir les comptes parce que le mandataire était une personne appropriée pour s'occuper de la personne, mais le juge avait des craintes quant à l'absence totale de surveillance de ce mandataire. Donc, désormais, le curateur public pourra jouer un rôle, mais ce sera soit en fait de façon subsidiaire si le mandat ne prévoit pas de personne à qui le compte sera rendu et que le tribunal juge que c'est opportun, ou si c'est le mandant qui souhaite nommer le curateur public, il pourra désormais le faire. Finalement, si on compare avec les régimes de protection, dans les régimes de protection, on avait déjà une réévaluation de l'état du mandant qui était prévue. C'est-à-dire, si on a un mandant inapte, mais que son état soit s'améliore et que certains pouvoirs ne sont plus nécessaires ou au contraire se détériorent et que de nouveaux pouvoirs devraient être donnés à son représentant, on a des réévaluations qui sont en fait nécessaires à cet effet-là et qui sont prévues de façon périodique pour les régimes de protection, dépendamment du décret d'inaptitude de la personne. On n'avait pas d'équivalent qui était prévu pour le mandat de protection, mais désormais, on aura la possibilité de le faire, donc ce n'est pas une obligation. Mais on pourra prévoir dans un mandat de protection une réévaluation périodique de l'état du mandat. Maintenant, je vous ai parlé du projet de loi 18 comme étant toutes les belles choses qu'elle apporte et toutes les bonnes améliorations. C'est vrai qu'on a vraiment parcouru un très long chemin, donc on a une nette amélioration, mais il y a quand même certaines difficultés qui vont perdurer, qui n'ont pas été abordées par le projet de loi 18, et c'est maintenant vers là que je vous dirige. Le premier problème qui m'apparaît étant le plus significatif, qui n'a pas été réglé par le législateur, c'est l'homologation du mandat en contexte d'inaptitude partielle. On a eu débat en jurisprudence à cet effet-là. Donc, on a d'abord eu l'arrêt de la Cour d'appel LP contre FH en 2009, où le juge avait refusé d'homologuer le mandat de protection en raison d'inaptitude partielle de la personne, mais en lisant la décision, c'était aussi parce que le mandant ne souhaitait plus voir son mandat homologué que le juge avait finalement décidé de ne pas homologuer le mandat. La partie où c'est le mandant qui ne voulait plus nécessairement voir son mandat homologué a été oubliée par la jurisprudence subséquente qui a appliqué la règle LP contre FH de façon très catégorique et très peu nuancée, en fait. On a eu donc à peu près une dizaine d'années où les mandants qui étaient inaptes, mais de façon partielle, et où le mandat prévoyait des pouvoirs d'administration, de pleine administration, n'étaient pas homologués en raison de la disparité entre les pouvoirs prévus au mandat et l'état de la personne et de ses besoins, en fait. En 2019, on a eu l'arrêt curateur public du Québec contre HP, qui vous dit essentiellement ce que je viens de vous dire. Donc, on a appliqué la règle de LP contre FH en manquant légèrement de nuances et en prenant pas nécessairement en compte aussi le fait que dans l'ensemble de la situation de la personne, peut-être que tout milite
en faveur de l'homologation et que si c'est seulement le degré d'inaptitude qui cause problème, c'est peut-être plus opportun, en fait, d'homologuer le mandat que d'offrir un régime de protection. Surtout qu'on se rappelle que la finalité du mandat de protection, c'était de permettre aux gens de prévoir qu'est-ce qui allait survenir dans le cas de leur inaptitude. Mais c'est un changement de culture qui est quand même assez significatif. Donc, on a eu une décision qui a été rendue par un greffier spécial en 2020, MR et CR, qui refusait d'homologuer le mandat de protection en raison d'une aptitude partielle du mandat. Ça a été révisé par un juge de la Cour supérieure, encore une fois, qui s'est référé à l'arrêt curateur public du Québec contre HP. Toutefois, le même greffier spécial a rendu une nouvelle décision en février de cette année, en février 2022, RE-LR, et il y a encore une fois refus d'homologation d'un mandat en raison du décret d'inaptitude de la personne. Donc, on constate que la proposition qui avait été faite dans la possibilité de réforme de 2012, donc dans le projet de loi de 2012 qui avait été repris en 2016, de reconnaître une fois pour toutes la validité des clauses de préséance dans les mandats de protection, ça aurait pu éviter un problème de jurisprudence qui continue encore et encore de revenir. Donc, ça, c'est une opportunité qui a été manquée, à mon avis, dans le cadre du projet de loi 18. Une situation qui peut difficilement être détectée, c'est en fait le fait que le mandat de protection, c'est signé par un mandant qui n'est pas nécessairement en présence du mandataire lors de la signature de l'acte. Mais le mandat de protection doit être homologué pour servir lors de l'inaptitude de la personne et la personne qui peut homologuer, faire la demande d'homologation du mandat, c'est le mandataire. Le chaînon manquant, c'est qu'il n'y a aucune mention du fait que le mandataire doit, lui, être au courant qu'il existe un mandat. On n'a aucune obligation de la part du mandant de divulguer l'existence du mandat au mandataire. On n'a aucune garantie si c'est un mandat de protection qui a été fait devant témoin qu'on retrouvera le mandat en question, si évidemment ce n'est pas un mandat qui a été conservé par un notaire ou un avocat. Donc, essentiellement, on peut se retrouver face à un acte qui a été gardé secret et essentiellement, malheureusement, si l'inaptitude survient, on n'a aucune garantie que le mandat va être homologué, étant donné que le principal intéressé ne sait pas exactement qu'il existe. Donc, en France, le mandat de protection, lui, doit être signé par le mandataire. Évidemment, les articles du Code civil français en question traitent de la question de la révocabilité du mandat de protection parce qu'on se rappelle que le mandat de protection est un peu à l'inaptitude, ce que le testament est aux règles de dévolution légale. C'est une opportunité pour une personne de prendre des décisions pour elle-même et d'éviter l'application de certaines règles qui sont prévues dans le droit commun. Évidemment, le testament, lui, est irrévocable et est révocable en tout temps, excusez-moi. Donc, le testament doit être révocable, forcément, parce que c'est les volontés de la personne. Et le mandat a un peu cette vocation-là aussi de rester révocable. Donc, si le mandataire signe, comment il va pouvoir changer son mandat si le mandataire le signe lui aussi? Évidemment, la solution française fonctionne juste si on a un encadrement de la révocabilité du mandat de protection dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas ma solution préférée, mais c'est une alternative qui fait qu'on évite au moins la situation où le mandataire n'est pas au courant de l'existence du mandat. Il y a des solutions pratiques qui sont, à mon avis, beaucoup plus simples et beaucoup moins contraignantes d'un point de vue révocabilité de l'acte. C'est premièrement la sensibilisation par les professionnels qui, en fait, traitent avec les mandants lorsqu'ils prévoient leur mandat de l'importance de mentionner à leurs mandataires qu'ils ont été nommés. Et aussi, en fait, la possibilité de faire des recherches aux registres qui sont tenus par la Chambre des notaires et le barreau du Québec. Évidemment, la possibilité de faire des recherches auprès des registres n'aidera pas nécessairement si c'est un mandat qui a été fait
devant témoin, à moins qu'il ait été déposé par un acte de dépôt chez un notaire, mais au moins, on peut les retrouver de cette façon-là. Une autre problématique qui a été quand même peu abordée, mais que j'ai vue dans certains textes de doctrine, c'est l'accident de parcours. C'est-à-dire, on peut avoir un mandataire qui agit bien en général dans l'administration des biens ou de la personne du mandant. Donc, essentiellement, tout va bien. Mais si jamais il y a un acte qui pose problème, un geste qui n'était pas tout à fait inapproprié, on n'a aucune flexibilité dans les réponses que le Code civil offre dans ces situations-là. Donc, si on a un seul acte qui pose problème, on ne peut pas réviser ce seul acte-là. On a simplement comme option la révocation du mandat, en fait, de destituer le mandataire de ses fonctions pour que le remplaçant agisse en sa qualité de mandataire, ou encore de laisser la situation perdurer et de ne rien faire. Si on regarde en Europe, on a la possibilité de faire une extinction partielle du mandat. Donc, on pourrait, par exemple, si on a certains actes qui posent problème, donc une partie du mandat qui est moins bien exécutée par le mandataire, mais que le mandataire reste la meilleure personne pour la personne qui est inapte et qui doit être représentée dans le cadre du reste de l'administration. Ça s'est vu en Europe, dans la législation, la possibilité de justement garder ce qui fonctionne bien et d'enlever ce qui fonctionne moins bien. Donc, est-ce que ça serait une solution qu'on aurait dû importer au Québec? Peut-être, à réfléchir. J'ai étudié dans le cadre de mon mémoire les régimes français, suisses et belges. Il y a certaines solutions qui étaient très intéressantes et que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, actuellement, les dispositions relatives au mandat de protection se trouvent dans le livre du Code civil du Québec qui traite des obligations. Si vous vous rappelez, au début de la conférence, je vous ai mentionné que c'est dans le cadre de l'étude du Code civil du Québec et de la révision du livre des obligations qui vient après le livre des personnes que Maître Jean Lambert a proposé le concept, l'institution du mandat de protection. Mais le mandat de protection a quand même été introduit dans une loi qui révisait le droit des personnes et de la curatelle publique. Toutefois, c'est le contexte initial qui a probablement fait en sorte que les dispositions se trouvent dans le livre des obligations et non dans le livre des personnes. On se rappelle que le mandat de protection a pour fonction d'être une alternative contractuelle à la possibilité en fait, d'avoir des régimes de protection qui sont prévus dans le Code civil. Un peu comme le testament est une alternative autodéterminée aux règles de dévolution légale, mais les règles relatives au testament se trouvent dans le livre des successions. Donc, pourquoi le mandat de protection ne se trouve pas dans le livre des personnes? Les législateurs français et belges n'ont apparemment pas trouvé de bonne raison de le mettre dans le livre des obligations et ça avait été discuté dans l'étude en fait, qui a mené à l'adoption des lois qui introduisaient les équivalents du mandat de protection en France et en Belgique. Le fait de placer les dispositions dans le livre des personnes, c'est un choix délibéré. Du côté de la Suisse, c'était plutôt le livre de la famille où on a mis les règles relatives à l'équivalent du mandat de protection. Mais personnellement, je crois que les mettre dans le livre des personnes, ça centre vraiment la philosophie, l'interprétation des règles sur la finalité qui est la personne elle-même et pas nécessairement tout ce qui vient autour d'elle, donc la famille. Personnellement, je trouve que le mettre dans le livre des personnes d'un point de vue pédagogique même, ça serait très avantageux parce qu'on aurait vraiment une philosophie du livre des personnes et on n'aurait pas à se référer à deux philosophies différentes. Si on pense notamment au peu de pouvoir d'intervention des juges, c'est entre autres parce que ça se trouve dans le livre des obligations et on sait que les juges, normalement, n'interviennent pas dans le cadre des contrats, alors que quand on parle de régime de protection, là, il y a un pouvoir d'intervention qui est beaucoup plus large. Donc, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue conceptuel, le mandat de protection, à mon avis et à l'avis de certains autres auteurs avec qui je suis grandement d'accord, devrait en fait être dans le livre des personnes.
On a aussi une possibilité qui a été retenue en France et en Belgique de limiter les pouvoirs qui peuvent être accordés dans les mandats qui ne sont pas des mandats notariés. Le rôle du notaire étant de bien renseigner le mandant sur l'étendue des pouvoirs qu'il accorde à son mandataire. En France et en Belgique, si on prévoit un mandat de protection qui est notarié, on peut prévoir en fait des pouvoirs pour le mandataire qui sont beaucoup plus étendus que si on prévoit le mandat sous une autre forme. Donc, pour pallier les risques qui viennent avec le fait d'accorder des pouvoirs de pleine administration, on compte sur le rôle du devoir de conseil des juristes qui vont recevoir le mandat. Comme on sait que le problème avec la situation d'inaptitude partielle, c'est les pouvoirs de pleine administration, peut-être que limiter les pouvoirs qui peuvent être accordés dans un mandat qui n'est pas notarié, ça pourrait pallier à certains problèmes. Et en attendant, évidemment, la réforme n'est pas encore en vigueur. Elle va l'être en novembre. Aujourd'hui, on est en mars, bientôt avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les problèmes qui n'ont pas été réglés par le législateur? Évidemment, ce n'est pas parce que la reddition de comptes n'est pas obligatoire aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de ne pas en mettre. Donc, on peut, à partir d'aujourd'hui, systématiquement, comme politique, prévoir que, considérant l'entrée en vigueur imminente du projet de loi, on prévoit des redditions de comptes et on prévoit des inventaires dans tous nos mandats qu'on conclut avec des clients. Un certain problème aussi qui peut survenir lors de l'homologation et dont je n'ai pas parlé, c'est lorsque le mandat a été signé il y a plusieurs années et que les volontés de la personne ont évolué depuis, mais qu'en fait, on arrive lors des évaluations médicales et psychosociales devant un mandant qui ne souhaite pas l'homologation de son mandat et dont en fait l'homologation du mandat ne serait pas nécessairement non plus la solution optimale. Donc, pour pallier à ce problème-là, on pourrait sensibiliser nos clients à revoir périodiquement leur mandat de protection. Qu'est-ce que périodiquement signifie? Certains notaires vont parler de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Personnellement, j'aime bien l'idée de parler des étapes de la vie. Donc, si on a un changement significatif, si on a un mariage, une séparation, l'arrivée d'enfants, bref, tout ce qui est changement significatif dans une vie, ça peut être un appel à revoir le mandat de protection. Et tout moment où ça fait assez longtemps qu'on a signé notre mandat de protection et qu'on ne se souvient plus exactement ce qu'on a nommé, dans quel contexte, c'est un signe qu'il faut peut-être relire notre mandat et retourner voir notre notaire pour s'assurer que c'est encore d'actualité et que ça reflète encore nos vraies volontés actuelles. Le troisième point, et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a reçu les notaires parmi nous l'entracte dans nos casiers de postaux et j'ai lu avec bien évidemment attention la section qui parlait de la réforme et on parlait du rôle d'accompagnement des notaires auprès des mandataires. Évidemment, ce n'est pas tous les mandataires qui ont commis des erreurs dans leur administration qui sont nécessairement de mauvaise foi. Ça, il faut le comprendre. Certains mandataires, par exemple, peuvent être le conjoint du mandant, ont toujours vécu leur vie en mélangeant leurs biens, mais là, du jour au lendemain, avec l'inaptitude de la personne inapte qui est le mandataire qui, lui, est habitué de toujours mélanger les biens, peut se retrouver à faire des gestes qui, d'un point de vue d'administration du bien d'autrui ou du bien d'une personne inapte, ne sont pas tout à fait optimaux. Donc, tout simplement bien informer le mandataire de l'étendue de ses pouvoirs, mais aussi de l'étendue de ses devoirs, ça peut en fait éviter des situations où un mandataire va commettre des erreurs, mais sans avoir été de mauvaise foi et sans vouloir porter préjudice à la personne inapte. Donc, de ce côté-là, je crois que les notaires peuvent avoir un rôle très proactif dans l'accompagnement du mandataire et comme le mandataire a, dans les faits, la protection de la personne inapte, qui est le mandant, dans ses mains, de façon, en fait,
par ricochet, on va aider grandement le mandant lui-même en aidant son représentant légal. J'ai quelques remerciements à faire. Donc, tout d'abord, la Chambre des notaires du Québec pour le généreux financement que j'ai obtenu pour la réalisation de mon mémoire de maîtrise, duquel l'article que j'ai publié dans la Revue du notariat et la présente conférence a été tiré. La chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés pour les bourses, oui, mais pour l'accompagnement tout au long de la réalisation de mon mémoire. Le consortium de recherche ADAGE, la faculté de droit de l'Université Laval, et plus précisément aussi Maître Christine Morin, professeure notaire émérite, qui était ma directrice de mémoire, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais qui m'a prodigué de précieux encouragements toute la journée. Donc, merci aussi à notre très cher comité de droit notarial, dont j'ai été il y a quelques années en fait l'instigatrice pour la petite histoire. Et merci à vous qui êtes présents aujourd'hui en salle et en virtuel. C'est un plaisir pour moi d'avoir finalement en fait donné une conférence sur mon mémoire qui a commencé dans un contexte sanitaire normal, mais qui a été déposée en pleine pandémie. Donc, j'ai enfin eu l'opportunité de présenter le fruit de 3 ans de travail. Donc, merci à vous et maintenant place aux questions.